Où est ma mallette? Où est ma mallette? Je ne l'ai plus, je ne l'ai plus. Elle est là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, je n'aurais pas dû la commencer. Il s'est passé quelque chose cette nuit, enfin je vous expliquerai en détail. Mais avant, vous avez pu le voir, la mallette est finalement toujours là. Donc pas de cache cette fois-ci. Donc je me la joue à la Damon Sender, qui n'a pas caché lui non plus hier soir. Donc la mallette est toujours là, donc vous devrez vous forcer encore un petit peu avec ça. On la voit juste un petit peu. Hop. On va enlever ce qu'il y a là. Et on va mettre ça ici. Voilà, parfait. Bref, je vais vous expliquer ce qui s'est passé cette nuit chez moi. C'est que, comment dire ça, j'ai fait tout ce qu'il fallait que je fasse avant de m'endormir. J'ai mis deux de mes réveils, un à 2h10, l'autre à 2h11, pour être sûr de ne pas louper le PPV, donc Battleground, qui avait lieu à 2h15 sur AB1. Et au lieu de me réveiller à 2h10, je me suis donc bien réveillé, mais il était 4h25. Je remercie mon attel, un de mes réveils s'est désactivé tout seul et l'autre sonnait mais n'avait pas de son. Donc comment j'ai réagi? J'ai réagi très mal, je me suis énervé, j'ai balancé mon attel ou smartphone, vous commencez à comprendre que maintenant ici en Suisse on dit Natel, je pense. Mais j'étais vraiment très énervé, en plus quand je me suis réveillé j'ai mis AB1 et j'ai vu que CM Punk, enfin il y avait la musique de CM Punk de fin de match. Et j'ai Ajus qui se plaignait qu'il ne devait pas faire des coups faux comme ça, des coups bas, enfin bref, j'avais rien suivi. J'ai quand même pu voir le main event, mais j'avais la tête dans le cul, donc pour ce match-là, j'ai pas trop de choses à dire parce que je l'ai pas regardé. Mais j'étais vraiment énervé, puis je me suis dit, tu vas au boulot demain ou pas? Est-ce que tu vas finalement regarder le PPV en entier ou juste les fins de match? Comme je fais des fois pour WWE Raw, parce que j'ai pas tout le temps, non plus le temps de regarder tous les matchs entièrement. Enfin bref, finalement je suis allé au travail parce que je suis quand même quelqu'un de sérieux, au moins un minimum. Et puis tout simplement j'ai regardé le PPV quand je suis rentré, donc à 6h, parce que je travaille en crèche. Je sais pas, on dit crèche aussi en France ou ailleurs, je sais pas, mais avec des enfants, une école maternelle, je pense, qu'on dit en France comme ça. Enfin, avec des enfants de 2 à 4 ans. Je suis rentré à 6h, j'ai regardé le PPV quasiment son entier sauf le main event. Et le temps que je fasse mes petites notes que j'ai marquées sur mon iPhone, que j'ai transférées sur mon ordi qui est donc là. D'ailleurs ça il faut que je change parce qu'on le voit sur la vidéo. Enfin bref, j'ai regardé d'autres petites choses, j'ai regardé des résumés aussi, des vidéos résumées aussi. Même si j'aime pas trop ça, je les ai survolées parce que je les regarde jamais en entier. Enfin bref, c'est pas le problème. Donc j'ai quand même fait quelque chose, mais il va pas falloir vous attendre à une vidéo qui va durer très très long. Et en plus, juste après ça, je dois tourner l'épisode 4 du Let's Play SmackDown vs Raw que je n'ai pas eu le temps de faire ce week-end. Et il est 10h-5. Donc vraiment, j'ai pas beaucoup de temps. Et demain, je me lève de nouveau assez tôt. Donc je dis ça, mais après, ça dure toujours très longtemps. Mais je vais essayer vraiment de faire une vidéo qui va pas non plus atteindre les 30 minutes. Une petite vidéo de 20 minutes, donc il me reste encore un gros quart d'heure. Donc on verra bien, mais j'ai vraiment envie de faire une vidéo de 20 minutes, je pense que ça passera même mieux. Et puis niveau upload, ça va être mieux aussi, parce que des vidéos de 48 minutes, plus de 12 heures, merci. Bref, donc je vais pas vous parler du pré-shot, tout simplement parce que j'ai regardé juste la fin du match et je l'ai pas vu donc en direct, je dormais à ce moment-là, merci mon attel, mon iPhone. Et j'ai juste regardé la fin qui était diffusée sur la chaîne YouTube de la WWE. Donc victoire de Dolph Ziggler, voilà. C'est bon pour Ziggler. Le seul point négatif que j'avancerai, c'est que Sando a perdu et il n'y a pas eu d'élément surprise, donc il a rien gagné à ce PPV là. Bref. Donc le premier match, c'était le match pour le titre poids lourd. Donc Alberto Del Rio qui défendait sa ceinture contre Rob Van Dam avec Ricardo Rodriguez. Donc voilà. Qu'est-ce qui me dérange déjà rien qu'avec ça? C'est que non seulement on met le titre poids lourd en opener, donc ça déjà ça me plaît parce que ça me plaît pas justement, pardon, parce que ça me dérange. Pour moi le titre poids lourd c'est quelque chose de prestigieux ou ça peut même être en main event.
Je crois que la dernière fois que c'était en main event, c'était l'Undertaker quand il était champion poids lourd. Il avait défendu contre je ne sais plus qui, Kane, je crois. Donc c'était autant de vers un peu avant Survivor Series 2010, je crois. Donc ouais, c'est. Je regrette vraiment ce titre. Il est devenu comme le titre ECW dans les derniers mois. C'est-à-dire un titre majeur parce que c'est un titre poids lourd, mais parce que ça sera toujours le titre poids lourd, mais il est considéré presque comme un titre mineur en ce moment. Enfin, je crois que même les titres mineurs, il y a quelques années, avaient plus de prestige que le titre poids lourd aujourd'hui. Donc c'est quand même, ouais, ça veut dire beaucoup de choses. Non seulement il est mis en opener, mais en plus je trouve qu'il y a une chose qui est très très fausse. Une très très fausse idée, quelque chose que je n'apprécie pas. Enfin, dans le sens où je ne suis pas d'accord avec la WWE, c'est qu'ils mettent le seul match à stipulation à l'opener. Et ça reprend le SummerSlam où Bray Wyatt et Case s'étaient affrontés dans un Ring of Fire match, ou Inferno à peu près. Et c'est aussi en opener. Et je trouve que c'est une très mauvaise idée, surtout au vu des autres matchs qui suivent. Mais mon Dieu, comment vous dire ça? Désolé, je me sens pas bien encore une fois là-dessus. Comment vous dire ça? Je les ai vraiment mal notés, les matchs suivants. Et pour moi, les matchs à stipulation, ça sert à réveiller les fans à peu près en milieu de carte, en milieu de show. Ça servirait à réveiller les fans qui s'emmerderaient avec les petits matchs comme, admettons, le match par équipe qu'il y a eu entre les deux clowns et les faux américains. Enfin, un faux américain. Je regarde une chose. Ouais. Il y a le dictionnaire. Ok. Dictionnaire qui s'est enclenché tout seul sur mon iPhone. Donc je ne comprenais pas ce que je voulais dire là. Mais bref. Voilà. Pour moi, les matchs à stipulation, c'est là pour réveiller les fans. Et ils les mettent au début alors que les fans sont déjà réveillés. Dans le fait que ça commence. Je veux dire, je suis allé voir le show de catch à Genève l'année passée, en avril. Je veux dire, j'étais tellement content de les voir que tu peux pas t'endormir au début, c'est pas possible. Et ils avaient fait le match Kane contre Randy Orton sans disqualification, je crois le seul match de la soirée. Ça, je m'étais pas endormi, mais ça, si vraiment le show était nul, ça nous aurait réveillé. Et là, je trouve ça vraiment mal jugé de mettre des matchs à stipulation au départ. Qui plus est, le match pour le titre poids lourd, ça ne me va pas du tout. Bref, c'est pas ça qui va baisser la note. Ce match, pour moi, et malgré le fait qu'il est Alberto Del Rio et Rob Van Dam, qui souvent en match simple n'est pas non plus hyper performant, du fait qu'il a quand même besoin de pauses. Je pense au Money in the Bank lors de son retour, où il avait fait un bon match, tout simplement parce qu'il pouvait avoir des pauses entre temps. Là, c'est pas le cas. Hormis le fait où Ricardo Rodriguez a attaqué Alberto Del Rio, mais je pense que c'est pas une pause assez conséquente pour le remettre en forme, entre guillemets. Mais enfin bref, j'ai trouvé que les deux étaient très bons. Que le match qui dure 17 minutes, c'est très bon aussi. Pour un match en plus en opener, là, par contre, c'est bien joué. C'est violent dès le départ, tout est utilisé sauf une chose, c'est les tables, alors que le public les réclamait. Ça m'a fait rire quand j'ai vu Rob Van Dam. Il attendait, le public criait We want tables, et lui il va chercher une chaise et il la montre au public, genre ils vont apprécier. Je sais pas, ça, le public était assez partagé, et ça m'a fait beaucoup rire. Et aussi une autre petite chose j'ai appris, qui m'a fait rire, c'est quand Van Damme a mis Alberto Del Rio sur l'échelle dans le ring, donc il faisait le coin du ring en fait. Et quand il a mis Alberto Del Rio sur l'échelle, il lui a fait un World Strongest Slam, donc à la manière de Mark Henry. Je crois que c'est un peu un botch qu'il a fait parce qu'il ne voulait pas le mettre comme ça, mais ça a fait presque la même chose et moi ça m'a fait beaucoup rire. Et je me suis dit, quand Mark Henry va-t-il revenir, ça pourrait être pas mal pour le titre poids lourd. Franchement, moi, en tout cas, j'avais apprécié son règne, mais bref, je m'égare. La note que j'ai mis à ce match-là, c'est 8,5 sur 10. Peut-être qu'on va me trouver trop généreux, mais ce match, ça m'a fait plaisir dans le sens où je critique Del Rio depuis plusieurs semaines, et là, j'ai trouvé, même lui, je l'ai trouvé bon. Voilà. C'est un match, dès que c'est un match à stipulation, bon, après, Alberto Del Rio, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a fait son premier hardcore match à la WWE. Mais quand il était dans des fédérations mexicaines, il avait beaucoup l'habitude de faire des matchs ainsi, avec une telle stipulation, voire même plus hardcore si on veut. Et quand c'est un match à stipulation et quand c'est assez violent, Alberto Del Rio, il est vraiment dans son élément. Parce qu'il a un catch assez violent, en tout cas assez brutal, plutôt
plutôt brusque, on va dire, mais ça lui va très très bien et je ne peux pas le critiquer, même si je ne l'aime pas. C'est plutôt Soren que j'aime pas, c'est pas le lutteur en lui-même. Mais je suis objectif, ou en tout cas, dans ce que je vois, j'essaie vraiment de faire la part des choses, et pour moi, Alberto Del Rio a fait un bon match. Voilà. Ensuite, comme je vous le dis, ça se dégrade, et on voit la mauvaise idée de mettre ce match-là en opener, ça va pas. Voilà. Le prochain match, c'était les deux clowns, donc The Great Khali et Santino Marella. Il faudrait vraiment donner un nom d'équipe comme les Bromans à la TNA, nom d'équipe pitoyable, contre les vrais Américains. Ça aussi, c'est un nom de merde, hein, je m'excuse, mais Antonio Cesaro n'est pas du tout américain. J'ai jamais compris comment ils l'ont amené là. Hein. Je veux dire, j'ai toujours suivi toutes les semaines, j'ai toujours pas compris qu'est-ce qu'il faut avec Antonio Cesaro. Avec Jack Swagger, pardon. D'ailleurs, je les voyais en rivalité lorsque Jack Swagger a fait un retour pour le titre US de Cesaro, qu'il détenait alors à ce moment-là. Et j'ai pas du tout compris le fait qu'il se ramène avec un drapeau américain. Enfin bref, faut pas parler de ça. Hein. Bref, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont vraiment fait rire. Mais là, c'est pas rire en bien, c'est rire pitoyable. À l'entrée des Real Americans, on voit Zeb Colder qui fait comme ça pour les faire partir. La première fois, ils ne partent pas. Génial, franchement, crédibilité. Il est obligé de le refaire une deuxième fois pour qu'ils partent. Crédibilité zéro, ça m'a fait. J'étais là, ok. C'est des bons lutteurs, les deux, par contre. Hein, les deux autres, les deux clowns, je peux pas les voir. Mais ces deux-là, c'est des bons lutteurs, mais ça allait pas. Et le Santino Marella aussi, totalement ridicule, son petit bush là. Il voulait faire le soccer à la Shawn Michaels, il s'est loupé. Ça arrive, mais sa réaction d'après, je sais pas, c'était bizarre. Ensuite, ça allait pas. Ensuite, le schéma du match, c'est le schéma que je déteste. Le genre de match par équipe où il y a un lutteur qui n'arrive pas à faire le tag et ça dure et ça dure et ça dure tout le temps, tout le temps, tout le temps. À la fin, il fait le tag et là en plus, il perd le match quoi. Je veux dire, en règle générale, quand ça arrive, il y a au moins une bonne raison. Là, on a fait le tag, il a duré. Je veux dire, c'était pas un match non plus très très long, mais ça a duré vraiment beaucoup et tout ça pour que ça n'apporte rien du tout en fait, rien de concret au match. Les gars, ok, il fallait remplir la carte, remplir les 3 heures, mais mettons à mettre plus, par exemple, au match des Divas, même si c'était pas un match incroyable, hein, je veux dire, ou même un autre match, je sais pas, Ryback contre CM Punk, il était long, mais j'aurais préféré quelques minutes aussi en plus. Enfin bref, inutile. Là, je voulais mettre 3,5 sur 10, je me suis dit que c'était salaud, et j'ai pensé qu'il y a eu le Cesaro Swing sur Khali en fin de match. J'aime bien, je rajoute un point. Franchement, c'est gentil. D'autres vont trouver ça méchant, mais je mets 4,5 sur 10. Je rappelle que ma moyenne à moi, c'est 6,10. 6 sur 10, pardon. Parce que si je mets 5 sur 10, ça veut dire qu'il y a autant de mauvais que de bien. Et je peux pas dire que c'est la moyenne. Et souvent, quand on a la moyenne, on est content. Et pour moi, quand on a moitié bien, moitié pas bien, moitié mal, ça me va pas. Je peux pas être content avec ça. Donc là, oui, clairement, ça ne vaut même pas la moitié. Et je vais mettre même 4,5. Voilà. Ensuite, ah oui, voilà, l'autre match qui arrive, franchement, ils auraient pu nous faire un très bon truc avec ça. Curtis Axel qui défendait son titre intercontinental contre Ron Killings. Et je dis comme ça parce que je déteste dire son nom de lutteur en anglais. Insupportable à dire. Et Ertrud, si on le prend en français, ça va pas. Donc Ron Killings, je le répète. J'ai mis que c'était fade, que c'était chiant, que le public qui réagissait pas. Le match dure 7 minutes. Je veux dire, c'est deux lutteurs que pour moi je trouve talentueux, même si Ron Killings n'est pas non plus au top de sa forme en ce moment. Je le préfère en heel nettement. La période contre John Cena à Capital Punishment en 2011, là je l'appréciais vraiment. Là j'ai un petit peu du mal quand même, mais je sais que c'est un bon lutteur, même s'il est âgé, il doit avoir 41 ans. Enfin, âgé dans le catch, hein, on se comprend. Je sais pas, là je sais qu'il pouvait faire mieux. Curtis Axel aussi, j'ai l'impression que toute l'histoire qui l'entoure avec Paul Heyman, avec Ryback et tout ça, ça ne met vraiment plus par terre. C'est un lutteur qui est bourré de talent et là il nous a rien prouvé. Et d'ailleurs le public l'a fait ressentir avec des chants boring, ennuyeux. Et c'est vrai, quand on chante ça au bout de 6 minutes de match, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Heureusement que le match s'est fini tout de suite d'un certain côté. Pour les catcheurs, je peux pas, ouais, je veux dire, c'est deux catcheurs talentueux, je me vois pas mettre 3 ni 4, je mets 4,5, c'est au même titre que le match précédent. Je peux pas mettre plus non plus, voilà. J'essaye d'être, en plus j'étais encore de mauvaise humeur quand j'ai regardé ça.
J'aurais pu mettre moins, je sais pas si c'est... Faut me dire si je suis trop dur. Mais je vais rattraper, enfin j'ai rattrapé ça avec les prochains matchs aussi, hein. Donc voilà. Ensuite, j'ai remis Brie avec un cœur pour le match de Diva. Donc AJ qui défendait son titre de Diva contre Brie Bella. Et j'ai mis Brie avec un cœur. Rien que pour ça, je mets déjà 3 points de départ. Rien que pour sa présence. Voilà, j'ai marqué que certes, je vais être objectif, il y a une faible, très faible qualité in-ring. D'un côté comme de l'autre, AJ, je sais pas, AJ je la trouve assez performante. Il y a eu des trucs techniques, mais c'était pas suffisant. C'était vraiment pas suffisant. Le seul point positif, c'est que les deux, et voilà, pour moi, je le dis, j'essaie d'être objectif le plus possible, mais Brie Bella a une présence de dingue. AJ aussi, mais Brie, de par sa voix et de par sa présence, je veux dire, tu la vois tout de suite. Voilà. AJ aussi, mais AJ commence à avoir l'habitude, donc je sais pas, c'est moins touchant, moins voyant à force. Qu'est-ce que j'ai mis 6 minutes de match seulement. Et marre d'AJ, même si je l'aime bien, j'en ai marre de l'avoir avec ce titre, c'est comme Del Rio, j'en peux plus. Donc voilà, on est déjà à 16 minutes, mon dieu, j'ai l'impression qu'on arrive aux 10 minutes. Bref, je ne vais pas trop changer de discussion, ça c'est vraiment mon point faible. Et on avait dit aussi, donc j'ai apprécié la Tamina qui était là avec Nikki Bella, mais on avait dit Eva Marie au lieu de Nikki Bella, donc ça a été changé en dernière minute. Enfin, je sais pas où j'ai lu ça, mais il me semble que c'était Eva Marie qui l'avait dit en backstage ou sur son compte Twitter, je sais plus. Bref. Voilà, j'ai mis la moitié, donc 5 sur 10 pour ce match-là. Tout simplement parce que j'essaie d'imaginer la suite et le fait qu'il puisse y avoir encore Brie Bella et Tamina, ça me va. J'en demande pas plus. Parce elles sont pas beaucoup de divas, il y a la Total Diva qui est juste nulle à chier, mais je veux dire, s'il y a Brie Bella et Tamina, pour moi ça me va. Il manquerait Natalia, Caitlyn et puis AJ, mais pas dans le titre, pas dans le title picture, ça me va pas. Donc 5 sur 10. Ensuite, on avait le match, et c'est pour moi clairement le match de la soirée. Et pour une fois que ça n'entoure ni CM Punk ni le titre de la WWE, ça date en tout cas de TLC de l'année passée lors du match de Shield contre Ryback et Team Elno. Où pour moi c'était clairement le match de la soirée. Et là c'est pareil, c'est le match par équipe qui opposait la Rhodes Family au Shield, pardon. Donc c'est la meilleure note que j'ai mis, donc que j'ai mis depuis que j'ai commencé l'analyse, donc c'est ma deuxième. Mais j'ai mis qu'il y avait un magnifique travail d'équipe du Shield, donc vraiment on voit qu'ils sont complémentaires. Il manquait juste la petite touche Ambrose, mais il était en dehors du ring, donc voilà, c'était un match de contre 2, on peut rien y faire. Ils sont incroyables. Et il y a ces complémentarités si ça se dit, oui, dans leur prise, dans leur moveset, c'est un truc de dingue. Moi, chaque fois que je vois ça, je trouve ça incroyable. Ensuite, le public était dedans, à chaque petite intervention, le public était waouh, c'était magnifique. Ensuite, j'ai mis qu'il y avait une grosse perf de Goldust parce qu'il est plus non plus totalement actif. Je veux dire, on l'a plus vu depuis un moment et je sais pas s'il a lutté en dehors de la WWE ces derniers mois, voire années. Ouais, moi je me souviens de Royal Rumble ou des trucs comme ça, mais je veux dire, vraiment avoir une rivalité, je me souviens. Bon, enfin, j'ai pas pris connaissance de ça. Et j'ai mis, mon dieu, l'homme du match. L'homme du match. On l'a pas vu au début, mais alors à la fin, Cody, il est en feu. Et le Crossroads, avec mon accent de merde, c'est le plus beau qu'il ait fait depuis le début de sa carrière à la WWE. C'est incroyable. Franchement, incroyable. Il volait. J'ai cru qu'il allait s'envoler puis ratterrir dans un truc de dingue. Il a volé, il a fait sa prise. Voilà, donc c'était excusez-moi de la petite coupure. Donc je disais, c'est le plus beau Crossroads qu'il a fait durant sa carrière. J'ai vraiment trouvé cette prise de finition incroyable. Il l'a fait magnifiquement bien et moi, ça m'a. Waouh! Quand j'ai vu ça, c'était incroyable. Et j'ai marqué aussi que c'était la première défaite du Shield en PPV. Enfin, j'ai mis pas d'interrogation, je ne sais pas. Donc dites-le moi en commentaire si vous y pensez. Mais j'ai pas souvenir d'une défaite du Shield en PPV. Je sais qu'ils ont perdu il y a pas longtemps. Ils ont leur première défaite il y a pas longtemps. En weeklies, voilà, pardon. Donc c'était à Raw ou à SmackDown. Mais en PPV, je sais pas si c'était la première. Donc j'ai mis 9 sur 10 tout simplement parce que ce match est le match de la soirée. Voilà. Ensuite, on
Oui, ok. Donc c'était le Bray Wyatt contre Kofi Kingston. Donc il y a eu beaucoup de temps mort où même les commentateurs ne parlaient pas. Il n'y avait rien. Je ne sais pas vraiment quoi dire pour ce match. C'était peu rythmé. Le public qui rentrait pas du tout dans le match. Je veux dire, on avait l'impression que c'était juste qu'il y avait juste les deux catcheurs sur le ring. Euh, donc oui, je sais pas. Les autres matchs de Bray Wyatt c'était beaucoup plus rythmé. Il y avait plus d'interactions. J'avais l'impression que ce soit avec le public ou même entre les deux catcheurs eux-mêmes. J'ai souvenir avec Ron Killings et Kane, je sais pas, le public était plus dedans. Là, ça allait pas du tout. Franchement, je ressentais comme un malaise. Le match, il a même duré, je trouve, trop longtemps. Il était court, mais il a trouvé trop longtemps dans le sens où ça me rendait mal à l'aise de voir ça. Les commentateurs, au bout d'un moment, ils savaient plus quoi dire. Enfin bref, c'était un match classique. Voilà, c'est deux bons lutteurs et pour ça, je veux dire, j'ai quand même mis la moyenne. Donc je le dis maintenant, j'ai mis 6 sur 10. Ça parce que c'est deux catcheurs talentueux quand même. Et j'ai mis que. Oui, j'ai mis Wyatt est dingue. Ce qu'il a fait là derrière et puis marcher là. Et c'était. C'est à quatre pattes, c'était juste dingue. Il me fait peur. J'ai adoré qu'il a fait qu'ils sont fuir aussi du ring, c'était incroyable. Et j'ai mis un petit point négatif que Wyatt semble plus faible. Il semble avoir des faiblesses. Il semble plus en danger contre Kofi Kingston pardon, que contre Ron Killings et Kane. Voilà. Durant ces matchs, on ne va pas parler de Zack Ryder parce que ce serait ridicule de dire ça. Donc voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match, donc j'ai mis 6 sur 10. L'avant-dernier match, c'était CM Punk contre Ryback, accompagné de Paul Heyman. Il n'y avait pas Curtis Axel. Pas grand chose à dire sur ce match. Il a duré 15 minutes, je crois. J'aurais voulu peut-être un 20 ou 25 minutes. Mais les lutteurs semblaient quand même un petit peu mal en point assez rapidement. Donc enfin, il y a des rumeurs comme quoi qui disent comme quoi ils disent, ouais, bref, ça veut rien dire, mais qui disent que ces deux lutteurs sont assez affaiblis ou blessés, mais qui continuent tout de même à lutter. C'était un match très correct, c'était un bon match même, je sais pas pourquoi j'ai marqué correct. Il y a eu une sorte de, comment on appelle ça, Hurricane Rana ou un truc comme ça de Punk, c'était assez incroyable parce que c'est la première fois que je le vois faire ça, il me semble. Et la victoire de Punk, enfin, elle est là, et en plus elle est de manière dirty, sale, trichée, mauvaise. Alors que c'est un face, moi ça m'a fait hurler de rire quand j'ai vu ça. Et maintenant je comprends les commentaires d'Ajus qui disaient que, que, ça allait pas pour un face en gros. Mais moi franchement ça m'a plu, ce petit coup là bien placé derrière. C'était fourbe mais j'aime bien. C'est Punk, j'aime bien de le voir entre guillemets face. Ah oui, il est face, on va être clair, il est face, c'est même pas tout neuf. De faire des coups de pute entre guillemets, voilà, ça me va. Et vous remarquerez aussi que, et j'ai pensé à ça, juste avant, c'est le même schéma que Cena. Je m'explique. CM Punk, bon, il a perdu contre Brock Lesnar, mais il a perdu contre Paul Heyman. Il a battu Ryback. C'est-à-dire qu'il a perdu contre un non-catcher. Il a gagné contre, on va dire, une bête. Un super heavyweight. Enfin, vous me comprenez, pardon. Si on prend John Cena, même si c'est dans l'autre sens, il a perdu contre John Laurinaitis, mais il a battu Brock Lesnar. Même si c'était avant. On peut prendre même encore avant. Il a perdu contre Kevin Federline, il y a bien longtemps, et il a gagné contre Umaga. Voilà, ça veut tout dire. C'est exactement le même schéma que Cena. Donc, est-ce qu'on peut en conclure que CM Punk peut avoir des rivalités comme celle de Cena sans être impliqué dans le titre de la WWE comme ces dernières semaines? Je pense que oui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense que Punk n'a même plus besoin du titre à la manière de Cena pour avoir de grandes rivalités. Ils ont à peu près le même statut. Voilà. Donc j'ai mis 8 sur 10 pour ce match, tout simplement pour le temps et parce qu'on sentait qu'ils étaient affaiblis, donc je ne pouvais pas mettre plus. Voilà. Et on passe au main event, donc ça fait bientôt 25 minutes. Je vais faire assez vite. J'ai mis que c'était un match long et que c'était bien. Ça m'a fait rire aussi en fin de match, quand Randy Orton veut faire son RKO, il fait son espèce de truc là en se mettant par terre. Je l'ai fait très très mal, mais vous me comprenez. Et il est d'abord allé vers l'arbitre, et l'arbitre a eu un moment de panique, il a cru qu'il allait le frapper. Et ça m'a fait rire quand on sait la suite qu'un arbitre va se faire frapper, voire même deux, ou être KO à la fin du match, et qu'on voit Randy Orton aller vers l'arbitre comme s'il allait le frapper, alors qu'en fait il fait son RKO il se retourne pour faire son RKO. Vu la réaction de l'arbitre, ça m'a vachement fait rire parce qu'il a dû avoir un petit coup de peur. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis encore d'autre? J'ai mis que c'était rythmé, que le public était dedans.
j'ai mis que la fin avec le Big Show, elle était bien. Mais c'est bizarre pour un PPV et surtout en main event. Dans le sens où il n'y a pas de tombée, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de disqualification, il n'y a pas de décompte à l'extérieur, il n'y a pas de la cloche qui sonne. Ça me va pas pour un PPV, encore moins pour un main event. Elle est bien, mais je m'attendais à ce que le Big Show fasse un double pinfall, je sais pas, à la limite. Ou alors qu'ils sortent les deux et qu'ils les décomptent, ou alors une double disqualification, je sais pas. Là, le fait qu'il y ait pas de vainqueur en main event, ça m'énerve. Voilà. Mais c'était quand même un bon match, donc j'ai mis 8 sur 10 aussi. Les deux sont énormes, donc je parle de Randy Orton et Daniel Bryan, ils nous font toujours des bons matchs. J'espère que c'était leur avant-dernière confrontation. Après stop, il y en aura beaucoup trop eu cette année. C'était quoi, la troisième là, il y en avait eu encore 3 avant que Orton fasse son heel turn. Ça va être la 7ème en 4 mois, à peu près 5 mois. Ça fait trop. Parce que je vous rappelle qu'il y a eu des Orton contre Bryan, si vous vous souvenez bien, où le premier match s'était fini en double disqualification, le deuxième match double décompte, et Bryan avait finalement eu le dessus dans le troisième match. Voilà. Ils étaient encore les deux faces à ce moment-là. Bref, donc j'ai fait la note finale et ça donnait 6,7 sur 10 pour ce PPV, et j'avais mis Night of Champions 6,5 le mois passé. C'est assez étrange quand moi j'ai l'impression que Night of Champions était meilleur que Battleground, et au final ma note est quand même meilleure de 0,2 points, donc c'est assez bizarre. Bref, donc cette vidéo est maintenant terminée, nous sommes à 27 minutes, j'espère que le fait que je la fasse, que je vais les faire moins longues maintenant, ne vous embêtera pas, mais 40-50 minutes c'est trop long pour une analyse, et même pour les pronostics ça fait quand même un peu long. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker ma page Facebook, et d'aller toujours sur les pages que je cite, donc Darren Guy Herminet, J. Scott IDX, et pourquoi pas Full Metal Dynasty, qui est une page de métal, pardon, où vous pouvez, si vous aimez le métal, vous avez vraiment de toutes sortes. Et je vous remercie encore parce que j'ai gagné 3 abonnés en moins d'une semaine, et ça me fait vraiment très plaisir. Comme je vous l'ai dit, continuez à, entre guillemets, me faire de la pub. Je vous ai déjà dit que ce serait rendu à la façon d'une vidéo, des vidéos spéciales que je mettrai juste pour ceux qui m'auront aidé. Mon but c'est 100 abonnés, je les réclame pas maintenant, hein. Je veux dire, ça augmente bien, là 3 abonnés en une semaine, ça fait vraiment plaisir. On n'est pas encore beaucoup, hein. Je veux dire, on est 11, il n'y a pas beaucoup d'interactions, il n'y a pas d'interaction avec les 11 personnes qui me suivent, et même les personnes qui me suivent et qui ne sont pas abonnées, si c'est possible. Enfin bref, moi en tout cas ça me fait toujours autant plaisir, je le répète, et mettez des commentaires, les pouces verts, pouces rouges, je m'en fous. Mettez des commentaires, dites ce que vous pensez, critiquez constructivement, que ce soit bien ou mal, pour que j'avance, parce qu'au final c'est ça que j'ai besoin. Et continuez à regarder mes vidéos, même si je sais pas si ça peut vous faire plaisir, si vous pouvez au moins avoir un point de vue différent du vôtre, voilà, et que ça puisse être moi, ben, ça me fait plaisir, et je continuerai de toute façon. Voilà. En plus c'était ma 21e vidéo. J'ai pas l'intention de finir sur une 21e vidéo, je veux dire, c'est beaucoup trop tôt. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié le PPV. Et bien ce soir, n'oubliez pas, nous on se retrouve mercredi pour le Let's Play de SmackDown vs Raw que je fais tout de suite. Bye bye à tous.